Plus de 6 mois après le coup d'État qui a renversé Mohamed Bazoum, comment va le Niger? Et si on faisait un petit tour d'horizon politique et économique, d'abord politique avec l'ancien président Mahamadou Issoufou qui a annoncé qu'il porterait plainte contre l'ambassadeur français Sylvain Ité, qu'il a très clairement accusé d'être directement impliqué dans le coup d'État ayant renversé son successeur et dauphin Mohamed Bazoum. C'était lors d'une séance à huis clos à l'Assemblée nationale française. Cédric, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un grand déballage en perspective ou c'est juste un effet d'annonce? Moi, je pense que c'est un effet d'annonce que le président Issoufou n'ira pas jusqu'à porter plainte contre IT parce que lorsque vous regardez l'annonce, elle est très imprécise. On ne dit pas si la plainte va être portée à Niamey, va être portée à Paris, va être portée à New York. Donc, il n'y aura pas cette plainte. Mais au moins, ce que IT a dit plus tôt, a permis au président Issoufou de mobiliser ses arguments par la voix de son avocat. Maître Hulot, il a répondu point par point aux accusations. Bon, il y a beaucoup de fragilité dans la réponse. Il n'a pas contesté que le 28 juillet, soit 2 jours après le coup d'État, qu'il soit allé avec IT voir Tchani. Et le président Issoufou a reconnu que ce rendez-vous a eu lieu. Et deuxièmement, sur la base, une des accusations de IT, un des éléments qui IT en tout cas a mobilisé pour justifier son implication, c'était le fait que après le coup de téléphone que lui-même a passé et celui que Macron a passé, immédiatement le numéro du CNSP, le général Salif, était venu pour calmer les gens devant l'ambassade. Donc il y a des éléments, le président Issoufou a répondu, mais à mon avis, une des leçons en tout cas à tirer c'est que l'ambiguïté sur le rôle qui a pu être celui du président Issoufou demeure, y compris dans l'opinion. Puisque, comme vous savez, après les accusations, le président Issoufou est allé à Addis Abeba, au 37e sommet de l'Union africaine, au nom de la ZLECAf, présenter la zone de libre-échange économique pour l'Afrique, dont il est le champion. Il a fait ce déplacement alors qu'une bonne partie de l'opinion demandait, sous forme de précaution au moins, qu'il ne puisse pas voyager, qu'il soit comme les autres dignitaires, qu'il reste dans le pays. Donc, il a pu faire cet aller-retour comme ça. Il a quelques privilèges, on va dire. Il a quelques privilèges. Non, il a même gardé tous ses privilèges. Aucun n'a changé. Vous savez, au Niger, il y a 3 anciens chefs d'État. Il y a le président Issoufou, il y a le président Maman Ousmane et le président Salou Djibo. Et il y a une loi qui définit les avantages alloués aux anciens chefs d'État, y compris les institutions de sécurité intérieure qui devaient les protéger. Et le président Issoufou, après son départ du pouvoir, a toujours été présidé aujourd'hui encore par la garde présidentielle. Donc ce n'est pas le mandat. La loi nigérienne dit que l'ancien président doit être protégé par des forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, et elle définit. Mais dans le cas du président Issoufou, donc c'est tout ça qui alimente un peu la controverse sur le rôle qui a pu être le soin et les accusations de Sylvain Ité sont venues ajouter un peu à cette confusion-là. Mais il parle trop, hein, Sylvain Ité. Oui, bien sûr, mais écoutez, je pense que nous tous, on a eu raison. Lorsque Ité a été nommé ambassadeur au Niger, beaucoup de gens ont été surpris que dans le contexte très sensible aujourd'hui de la situation au Sahel, où déjà la France a commencé à être contestée à Bamako, à Ouagadougou, qu'on nomme Ité à Niamey, dont on connaît le comportement un peu impulsif. Vous avez vu que quand il était allé à Niamey, il a failli se bagarrer avec un étudiant. C'était sur les réseaux sociaux. Et il a lui-même eu des propos mal placés sur, par exemple, le fait que l'eau du fleuve Niger appartient à l'Union européenne, etc. Ça a enflammé les choses. Et la façon dont il a géré la situation au Niger a pu justement alerter sur les conditions dans lesquelles on l'a nommé à Niamey. Ce qui serait intéressant, c'est que le gouvernement français laisse le livre de Sylvain Ité paraître. Parce que là, oui, il avait écrit ses mémoires de la période. Il a été censuré. Il est censuré par le Quai d'Orsay et par l'Élysée, surtout l'Élysée. On laisse paraître le livre d'Ité et on verra ce que lui dit dedans. Mais peut-être que ça gênera encore plus la France qu'autre chose. Ou alors que des fuites interviennent, comme sur d'autres livres qui ont été... De toute façon, il sortira un jour comme un Zamizal. J'en doute, parce qu'il a encore le statut d'ambassadeur, si je ne me trompe pas. Donc, si c'est une fuite, si c'est un piratage... Si c'est une fuite tombée du camion... Ce serait très risqué pour lui juridiquement. Mais si ça a été piraté par quelqu'un d'autre... C'est ça. Donc tout est possible. Hein, parce qu'en fait, de toute façon, c'est assez grotesque. Cette manière d'interdire des livres, ça fait vraiment... pas très démocratique. Et on se rappelle que
même sous la Ve République, un des rares livres qui a été interdit, c'est un livre de Mongo Betty, Mamba sur le Cameroun, déjà sur l'Afrique. Ça fait toujours problématique. Alors, Fabrice, l'état de l'économie nigérienne peut aussi inquiéter, vu la rupture entre l'AES et la CEDEAO. Plus globalement, la guerre économique AES-CEDEAO peut-elle faire mal aux deux parties? Est-elle fratricide? On a l'impression, grosso modo, que, étant donné que les pays qui veulent se couper sont les pays sahéliens, donc ils n'ont pas d'accès à la côte, que bon, c'est eux qui sont mis à mal par cette guérilla, mais est-ce que les pays côtiers ont aussi quelque chose à perdre, à ton avis? Bien, moi, je pense que c'est une guerre théorique seulement, parce que dans les faits, on a vu qu'il y a eu des sanctions contre le Niger, mais qu'en soi, les échanges, le commerce entre Nigériens et Nigérians, par exemple, se continuent, même de façon informelle, ça continue. Donc, je pense que... Surtout que d'un point de vue ethnique, c'est la même chose. Hein, des deux côtés. Oui, voilà. Et puis, je pense que l'AES, aujourd'hui, est une organisation qui, même si elle essaye de se démarquer politiquement de ses voisins de la CEDEAO, a toujours un lien trop fort avec ses autres voisins d'Afrique de l'Ouest pour qu'il y ait une véritable démarcation. Donc, à mon avis, on va continuer à être sur des tensions politiques qui vont perdurer, mais dans les faits, ce sont des pays qui sont trop liés humainement parlant pour rompre définitivement. C'est dit qu'on ne se bat pas contre la géographie. Oui, exactement. Et je pense que la question est centrale. Parce que, vu de loin, on a l'impression que c'est les pays sahéliens, continentaux, Mali, Niger, Burkina seulement, qui vont être pénalisés par la rupture. Mais en réalité, lorsque vous prenez, par exemple, le Niger, sa façade maritime principale, c'est le port de Cotonou, à 1000 km. Et à partir du moment où les Nigériens ont cessé de passer par le port de Cotonou, le port a été pénalisé. Il y a eu une chute des recettes. Et moi, j'ai fait l'axe qui part de Cotonou jusqu'à la frontière du Niger il n'y a pas longtemps, après l'embargo d'ailleurs. Les populations sont pénalisées sur cet axe. Parce que eux, leur économie... Y compris les populations béninoises. Surtout béninoises. Je parle des Béninois, surtout. Toute l'économie qui est sur le parcours, sur le corridor qui va jusqu'au Niger, toute cette économie, la petite économie des revendeurs, des transporteurs, tout ça, ont été pénalisés par cela. Je pense que c'est pour cette raison que, à mon avis, il y a aujourd'hui un lien ombilical, il y a aussi des relations. Vous avez bien fait, par exemple, quand vous prenez un pays comme le Niger a 1500 km de frontière avec le Nigeria. Le Niger a 8 régions. Les 5 sont frontalières du Nigeria. Et il n'y a que Niamey, Tillabéri au nord-ouest dans la zone de 3 frontières et Agadez au nord qui ne sont pas frontalières du Nigeria. Donc, il y a une relation qui fait que... Est-ce que c'est pas ce qui explique le jeu de Faure Gnassingbé qui semble ne pas vouloir rompre avec l'AES parce qu'il a aussi un port? Ah oui, bien sûr. Le port de Lomé. Qui sert au Niger et qui sert au Burkina. Donc, il y a un enjeu, c'est important pour le port de Lomé, qui est un des principaux ports en eau profonde de la sous-région, de continuer à avoir ces relations économiques avec le pays de l'Interland. C'est important, l'enjeu économique pour Faure est très important, d'autant que particulièrement le port est un des poumons économiques du Togo. Sans parler du Ghana, avec Takoradi ou Tema, qui est le port d'Accra. Ces gens-là ne vont pas se gêner pour prendre la place des autres. Et quand on connaît le port d'Abidjan, ceux qui connaissent bien le port d'Abidjan, les centaines de camions qui s'alignent tous les jours pour remonter vers le nord, Burkina, Mali, le chemin de fer de la Citaraï qui transporte tous les produits pétroliers jusqu'à Ouaga et ensuite ça se diffuse dans l'Hinterland. Il est évident que ça ne pourra pas durer longtemps de vouloir couper l'Hinterland de la côte. Et l'affaire du Bénin, Talon a, entre guillemets, avec un jeu de mots, tourné les talons sur l'affaire parce qu'effectivement, le port de Cotonou était devenu exsangue. Alors, la junte nigérienne, et ça je m'adresse en particulier à Sédic, et Fabrice va conclure l'émission parce qu'on arrive au terme, la junte nigérienne est aussi accusée de laisser filer l'immigration illégale vers l'Europe, en quelque sorte pour se venger des sanctions économiques. C'est de bonne guerre? Est-ce que ça existe vraiment? Non, la junte a rétabli un fait qui était aberrant. L'Union européenne a mis le couteau sous la gorge du Niger en 2015 pour faire du Niger une sorte de gendarme, de hub, empêcher l'immigration.
Et d'ailleurs, à l'époque, il y a eu une émotion parce que c'était contraire aux accords que le Niger a signés dans le cadre de la CEDEAO. On ne peut pas interdire un Béninois, un Togolais de traverser le Niger pour venir jusqu'à la frontière vers Agadez. Et l'Union européenne avait imposé cela au Niger. Le Niger a accepté, sous Issoufou d'ailleurs, en échange de quelques subsides, d'être une sorte de gendarme, d'être une sorte de barrière pour que les gens ne viennent pas. La junte a bien fait, à mon avis, de revenir sur cet accord qui était un accord qui mettait en porte-à-faux avec les engagements pris par le Niger. Maintenant, il n'y a pas de vengeance et il faut que l'Europe, à mon avis, comprenne que les mesures policières, on vient d'avoir une loi sur l'immigration ici en France, partout on essaie de tourner la vis. La question migratoire ne peut se régler qu'entre le pays d'accueil, qui est le pays européen, les pays intermédiaires, les pays de transit comme le Niger, et le pays de départ. Si simplement l'Europe prend des mesures sans concertation avec les autres, ça n'ira pas. Et ce n'est pas en imposant au Niger d'arrêter les Béninois ou les Togolais ou les Maliens qui traversent son territoire qu'on va régler cette question. Et puis quelque part, c'est vraiment être le contremaître. Ça fait très heure sombre, on va dire, c'est-à-dire faire d'un pays un contremaître des autres, et puis du coup sous-traiter sa violence et les violations des droits de l'homme qui vont avec à ce pays-là, pour après s'émouvoir des rapports qui peuvent sortir, des rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch qui peuvent sortir à ce sujet. Fabrice, le mot de la fin sur cette sensation européenne de sabotage nigérien. Il faut se méfier de la façon dont la chose peut être présentée du point de vue européen. On va dire que le Niger ouvre les vannes de l'immigration pour se venger de son traitement par l'Occident, mais prendre aussi en compte le fait que bien, ça coûte énormément d'argent de faire ce que l'Europe voulait faire avec le Niger, et que c'est très déshumanisant aussi pour les personnes qui migrent, qui se déplacent. Et comme disait Sédic, de quel droit est-ce que le Niger empêcherait quelqu'un d'une autre nationalité de se déplacer? Alors qu'ils sont liés par un accord de libre circulation. De libre circulation. Et donc, c'est totalement absurde. Et je pense qu'il faudrait éviter de trop politiser la chose pour revenir sur le plan juste du côté humain, du fait que, eh bien, l'immigration par-delà le Sahel, c'est une réalité depuis plusieurs années parce que les gens fuient des situations très difficiles et que le Niger n'a pas vocation à être cette digue-là qui retiendra l'immigration de se diriger vers l'Europe.